Oups, j'ai failli spoiler Le vaisseau du cristal par Calista Faral. Prologue. La jeune fille qui se déplaçait avec prudence entre les ruines n'était encore qu'une enfant. Ses cheveux sales étaient retenus par des lanières de plastique, et ses vêtements troués tombaient sur son corps trop maigre. Sa présence paraissait irréelle au milieu des restes de bâtiments écroulés, des composants technologiques et autres objets inconnus que le temps rongeait petit à petit. De grandes statues de métal, pour la plupart tombées de leur piédestal, se tenaient de part et d'autre de la salle, tels des gardiens abattus au combat. Lentement, pour être sûre de ne pas tomber dans un trou ou de se tordre une cheville, la petite brune évoluait tout en observant ce qui se trouvait autour d'elle. Le toit du bâtiment s'était en partie effondré et permettait à un peu de lumière de passer, aidant la petite lampe qu'elle portait au poignet à éclairer les restes d'une civilisation aujourd'hui disparue. L'humidité ambiante avait permis à ce qui ressemblait à des champignons luminescents de pousser dans les recoins sombres, ce qui accentuait l'aspect sinistre du lieu. L'endroit où elle se trouvait semblait être un ancien centre scientifique. Des débris d'écran, du matériel de précision aujourd'hui en miettes, il y avait même ce qui ressemblait à des cages faites de barreaux. Mais en même temps, cela avait aussi l'air d'être une bibliothèque, un centre de stockage d'informations. Des milliers de blocs de données, irrécupérables pour la plupart, en témoignaient. Quel genre de personne pouvait bien faire des expériences au milieu d'une bibliothèque ? La jeune fille sourit à cette pensée, et bien que sa très modeste condition les poussait à grandir plus vite qu'elle n'aurait dû, son jeune âge lui permit encore de s'évader dans quelques rêveries enfantines à propos des gens qui avaient vécu ici. « Numéro 2 ! Arrête de glander et rends-toi utile !» Ce rappel à l'ordre la fit sursauter. Son père se trouvait quelque part sur sa gauche, et elle l'entendait souffler et peiner à soulever quelque chose de lourd. Elle se précipita vers lui pour l'aider à déplacer un morceau du plafond sous lequel gisaient des restes d'ordinateur. Mais ils étaient bien trop abîmés pour servir encore à quelque chose, et surtout, ils étaient recouverts de champignons et de moisissures. Il n'avait jamais été doué pour trouver des choses intéressantes. « J'ai un prénom !» lui reprocha pour la 100e fois la jeune fille. Jurant devant l'état de sa trouvaille, l'homme cracha dessus avant de se tourner vers son enfant. Son visage sale, mal rasé et ses yeux fourbes reflétaient bien ce qu'il était, un pilleur d'artefacts, un récupérateur de technologie. Bref, un chasseur d'ordures comme les appelait la plupart des gens. « Un prénom ! Encore une idée de ta mère, ça !» éructa-t-il. « Tant que tu seras avec moi en mission, tu ne seras que la numéro 2 du vaisseau. En dehors, fais-toi appeler comme tu veux, j'en ai rien à foutre. » Il jeta un regard dur sur cette bouche à nourrir, ce caprice de bonne femme qu'il avait eu la faiblesse d'accepter. La petite ne dit rien, elle avait l'habitude. Mais elle soutint son regard et cela lui déplut fortement. Il n'aimait pas qu'on lui résiste. Il serra les poings et se promit de remédier à cela une fois rentré au vaisseau. Mieux valait ne pas s'attarder dans les ruines, quelque chose pouvait encore être en fonction, un système de sécurité ou des droïdes de garde. « Allez, va voir là-bas !» aboya le pilleur. « Et tâche de revenir avec quelque chose à vendre qu'on puisse manger ce soir !»« Surtout pour que tu puisses boire ce soir !» marmonna la fillette en se dirigeant vers une alcôve qui avait plutôt bien résisté au temps. Profonde de plusieurs mètres et haute de la taille d'un homme, elle abritait 3 sarcophages, dont 2 étaient fermés et le 3e vide. Il semblait être en pierre, ou ce qui ressemblait à de la pierre. Des gravures en recouvraient toute la surface, des lignes parallèles, des courbes, des arabesques. La jeune fille s'amusa à passer la main sur ces dessins qu'elle avait déjà repérés sur les murs. Elle trouvait dommage que pratiquement personne ne s'intéresse aux belles choses, aux statues et aux images que laissaient derrière eux des peuples anciens. Seuls se vendaient les composants électroniques, les pièces de droïdes ou les sources d'énergie. Quand il trouvait quelque chose de récupérable, son père avait plus d'une fois vendu des objets dont il ne connaissait même pas l'utilité ou le fonctionnement. Seul comptait pour lui les crédits que cela lui rapporterait et ce qu'il pouvait s'acheter avec. Tandis qu'elle était absorbée par la contemplation des dessins qui couraient sous ses doigts, un chuintement discret s'échappa du sarcophage.
Elle se figea instinctivement et regarda avec crainte, le dessus glissé lentement vers le bas pour découvrir un squelette. Ce devait être un humain, mais d'une race plus grande et plus massive que la sienne. Ses vêtements en lambeaux laissaient voir que certaines de ses côtes étaient cassées et enfoncées vers l'intérieur. Il serrait dans une main un bloc de données et dans l'autre elle pouvait apercevoir entre les os de ses doigts une petite pierre qui reflétait les rayons lumineux. Une fois la surprise passée, elle attendit quelques secondes pour être sûre qu'aucun système de sécurité ne se déclenche. Puis, elle approcha sa lampe pour examiner l'objet, sans encore oser y toucher. Gros comme un ongle, on aurait dit un cristal taillé de centaines de facettes. Pourtant, quand elle le regarda attentivement, il semblait tantôt lisse, tantôt faceté, comme s'il changeait de forme constamment. Elle hésita en se mordillant la lèvre. Cette pierre était très jolie, et elle aurait beaucoup aimé la garder. Mais elle n'osait pas la toucher. Quelque temps auparavant, un dispositif de sécurité avait failli lui sectionner l'avant-bras. D'un autre côté, si elle appelait son père et que cela n'était pas un piège, il revendrait aussitôt le joyau pour aller se saouler dans le premier dock rencontré. Elle passa ses doigts crasseux sur son visage pour réfléchir, et le souvenir du laser loupant sa main de peu prit le dessus. Elle contre-cœur, elle se résolut alors à l'appeler. « J'ai trouvé quelque chose !» cria-t-elle en tournant la tête. Tout se passa si vite qu'elle n'eut même pas le temps de comprendre. Le cristal, mu par une force étrange, brisa les doigts qui le retenaient et se propulsa vers la fillette comme un projectile tiré par une arme. Il lui perfora la tempe et s'enfonça profondément dans son crâne. Elle s'effondra aussitôt, sans même avoir pu crier. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit en face d'elle le visage repoussant et colérique de son géniteur, qui la houspillait. Mais elle n'entendit pas tout de suite ce qu'il lui disait. Sa tête lui faisait horriblement mal, et elle ressentait comme des battements de cœur sous ses tempes. C'était très désagréable et oppressant. Par-dessus tout cela, elle se sentit submergée par une multitude d'images, de pensées et de réflexions qui semblaient ne pas lui appartenir. Un bourdonnement lui embrumait l'esprit, elle n'arrivait pas à réfléchir. Mais elle avait l'impression que petit à petit, cela se calmait, s'éclaircissait. Lorsqu'elle se fut un peu remise et que ces étranges sensations la quittèrent, elle fut assaillie par ses sens. L'odeur de sueur de son père, son haleine chaude et ses postillons sur son visage, et enfin les insultes qu'il lui hurlait dans les oreilles. « Ah, de sale gosse, je t'ai dit 100 fois de toucher à rien. T'as dû déclencher un système de sécurité avec tes conneries. Tu ne mérites même pas que je te nourrisse, bonne à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux, espèce de... » Toujours confuse, elle porta la main à sa tempe et fut surprise de ne pas avoir de blessure. Sa peau ne portait pas de traces de sang, mais sous ses doigts, elle discernait une très légère cicatrice, si fine qu'elle ne devait presque pas être visible. Pourtant, elle se souvenait bien d'avoir senti un projectile entrer dans son crâne. Le souvenir de la douleur était bien là. Elle ne comprenait plus rien. Tandis qu'elle s'interrogeait sur ce qui lui était arrivé en laissant son père beugler dans le vide, celui-ci la saisit brutalement pour la relever. Elle perdit immédiatement conscience de ce qui l'entourait. Lorsqu'elle s'éveilla pour la seconde fois, elle était toujours dans le bâtiment et il y régnait un silence de mort. Encore plus désorientée, elle mit quelques secondes à se rendre compte qu'elle se tenait debout et eut du mal à remettre tous les éléments à leur place dans sa tête. Sans y penser, elle porta la main à son front puis se frotta doucement la tempe. Elle n'avait pas mal mais ressentait comme une pression à l'intérieur de son crâne. Le bourdonnement avait presque disparu et, étrangement, elle se sentait l'esprit plus clair. La première chose qu'elle se demanda alors fut pourquoi son père l'avait laissée seule. Regardant à droite puis à gauche, elle ne vit rien. Les ruines étaient toujours aussi lugubres et la lumière avait légèrement baissé. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à savoir quoi. Une étrange odeur métallique lui agressait le nez sans qu'elle sache de quoi il s'agissait. Elle se résolut à bouger, se disant qu'il valait mieux vite retourner au vaisseau avant qu'il ne décide de l'abandonner définitivement. Mais lorsqu'elle voulut faire un pas, son pied se trouva empêtré dans une sorte de tas mou qui faillit la faire trébucher. Elle baissa sa lampe dessus et poussa un cri d'horreur en voyant qu'il s'agissait d'un corps. Enfin, de ce qu'il restait d'un corps, transformé en bouillie sanglante comme s'il avait été broyé. Amenant ses mains tremblantes devant ses yeux, elle se rendit alors compte qu'elle-même était pleine de sang et de restes humains. Elle poussa un dernier hurlement et s'effondra sur le sol. Chapitre 1.
Le prince Valan de Nexa avançait dans un couloir sombre, entouré de 4 gardes qui le tenaient fermement. De prince, il n'avait que le titre, et encore, depuis sa naissance, il n'avait jamais été traité comme un membre à part entière de la famille royale. Comme un noble, certes, mais pas au rang qui aurait dû lui revenir. Né sur une planète qui s'obstinait depuis des générations dans un système monarchique, il avait eu le malheur de sortir le premier. Son jumeau, né à peine quelques minutes après lui, avait alors été suivant d'obscures traditions, considéré comme l'aîné des deux. Quelques minutes. C'étaient ces quelques minutes qui avaient scellé son destin. Son jumeau devint le seul héritier, le vrai prince. Lui ne fut considéré que comme le frère, l'indésirable, celui de trop. On en ferait éventuellement un conseiller, quelqu'un qui saurait se rendre utile. Il se laissait faire docilement et avançait la tête baissée. À quoi bon résister? Arrivé devant une cellule vide, les gardes le poussèrent sans ménagement, ni égard dû à son rang. Ils enclenchèrent le champ de force et s'en allèrent sans un mot. Le jeune homme regarda ce qui serait à présent son lieu de vie. Un espace clos de 3 mètres par 4, 3 murs de pierre et un champ de force. Un petit muret cachait les commodités, lui assurant à peine un peu d'intimité, et le lit avait l'air d'un simple tas de couvertures moisies. Le calme qu'il avait difficilement conservé jusque-là s'envola et sa colère éclata. De rage, il se mit à hurler et à frapper sur tous les murs. « Calme-toi, mon fils » dit une voix douce provenant d'un coin sombre du couloir. Il s'arrêta net. Une dame très apprêtée s'approcha de sa cellule. Elle était d'une grande beauté, et ses yeux gris reflétaient une profonde tristesse. « Pourquoi, Valan? Pourquoi a-t-il fallu que tu en arrives là ?» Le prince la fixa un instant, puis se rapprocha du champ de force qui le séparait de sa mère. Il la regarda dans les yeux et dit d'une voix à peine audible « Mère, regardez-moi !» La reine posa ses yeux tristes sur son enfant. Âgé de maintenant 27 ans, il n'était plus un jeune garçon. Ses longs cheveux lui tombaient sur les épaules en ondulant, d'un brun presque noir. Il contrastait avec sa peau blanche qui ne voyait presque jamais le soleil, et ses yeux du même gris que le sien ne reflétaient que haine et colère. « Je te vois, mon fils, » dit-elle doucement. « Faux !» gronda ce dernier. « Vous le voyez, lui qui a tout, lui qui, pour quelques minutes, mérite que l'on s'incline devant sa personne. » De colère, il se mit à frapper sur la barrière qui les séparait. Elle sursauta et fit quelques pas en arrière en resserrant son châle autour de ses épaules. « Nous avons le même sang. Alors pourquoi, mère? Pourquoi mérite-t-il tout cela alors que je suis obligée de vivre dans son ombre, de manger ses miettes ?» La reine baissa les yeux et ne répondit rien. Tout cela était injuste, elle le savait bien, mais elle n'avait pas eu le choix. La loi était la loi. À l'aîné revenait le trône, la formation militaire, les richesses et l'opulence de la cour. Au cadet, il ne restait presque rien, sauf un accès à l'éducation et au savoir qui, au final, ne le conduirait qu'à servir son aîné en tant que ministre ou ambassadeur, sans aucun réel pouvoir. Jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de vrai problème. Si seulement ils n'avaient pas été jumeaux. Elle leva à nouveau les yeux sur lui, qui continuait de l'invectiver en se défoulant sur la barrière énergétique. Elle savait que quand il était dans cet état, il ne servait à rien de lui parler. Valan était d'ordinaire quelqu'un d'intelligent et de réfléchi, mais ses émotions prenaient trop souvent le dessus ces derniers temps. L'heure du couronnement de son frère approchait, et il ne supportait plus l'injustice dont il était victime. Elle rabattit son voile sur sa tête, et après un dernier regard, le laissa seul dans ce couloir désert, se disant qu'un peu de calme lui ferait du bien. Cette partie de la prison était vide pour le moment, car, comme le voulait la tradition, la purge avait eu lieu la veille et beaucoup avaient été exécutés. Mais de nouvelles arrestations viendraient bientôt emporter un nouveau lot de prisonniers. Elle espérait qu'il ne soit pas trop entouré de voyous et de criminels, mais après tout, c'était bien là le rôle d'une prison. Elle lui dit au revoir, mais il ne l'entendit pas. Tant pis, elle réessayerait le lendemain. Valan resta seul plusieurs jours. Puis, comme l'avait craint sa mère, les autres cellules autour de lui se remplirent petit à petit. Des voleurs, des meurtriers, des anarchistes, il n'y avait là que des êtres violents et irrécupérables. Une chance que les cellules soient assez éloignées les unes des autres. En tant que femme du roi, elle n'avait pas beaucoup de pouvoir,
Mais cela était suffisant pour acheter quelques faveurs au gérant de la prison. Elle avait réussi à obtenir qu'on ne mette personne dans la cellule en face de celle de son fils et qu'on lui fasse porter un peu de mobilier, une petite table, une chaise et surtout un matelas et des couvertures propres. Elle venait presque chaque jour, entourée de 2 gardes, sous les sifflets et les insultes des autres prisonniers. La plupart du temps, ils refusaient de lui parler, lui tournant obstinément le dos. Mais quand la solitude était trop grande, il acceptait de jouer silencieusement une partie d'échecs sur un plateau qu'elle lui avait offert. Il savait qu'elle prenait des risques en faisant tout cela, que si le roi ou son frère l'apprenait, il lui en était reconnaissant, mais on n'efface pas si facilement plus de 20 années d'injustice, d'amertume et de colère. Un jour, sa mère ne vint pas, comme à son habitude. Cela le surprit et l'inquiéta. Il craignait qu'elle n'ait été découverte. Mais en réalité, un nouveau prisonnier allait être amené dans leur bloc, et plus précisément dans la cellule en face de la sienne. Il vit les gardes venir en faire le tour, en inspectant chaque recoin, puis tester le champ de force pour voir s'il n'était pas défectueux. Vers midi, il entendit les autres prisonniers hurler des insultes, des mots de bienvenue douteux et des propositions à faire pâlir même les prostituées les plus endurcies. Il en déduisit que le nouveau prisonnier était de sexe féminin. Et en effet, au bout de quelques minutes, il vit apparaître une jeune femme escortée par 2 matons. Il était difficile de lui donner un âge car elle avait des cheveux totalement blancs, coupés très courts. Plutôt petite, ses bras minces et musclés et son maintien dynamique la situaient aux alentours de la 30aine, peut-être moins. Vêtue d'une simple combinaison de maintenance grise, rien ne permettait de deviner ses origines. La jeune femme semblait se laisser faire docilement, suivant les gardes, sans broncher. Elle se laissa même enfermer après être entrée seule dans la cellule, sans qu'il n'ait eu besoin de la bousculer. Elle les regarda partir, puis s'assit sur le sol, le fixa durant de longues minutes de ses yeux bleus. Puis elle les ferma pour plusieurs heures. Les premiers jours, la nouvelle prisonnière ne dit rien, se contentant de l'observer en ignorant ce que les autres détenus criaient à son intention. Ils se lassèrent petit à petit de son silence, et le bloc redevint relativement calme. À partir de cet instant, les visites de sa mère reprirent. Cependant, elle ne venait plus aussi souvent qu'avant. Les cellules étaient pleines et malgré tout l'amour qu'elle portait à son fils, elle ne supportait plus de passer au milieu de tous ces rebuts de l'humanité. Les journées se firent alors de plus en plus longues. Il les passait souvent assis, à tourner et retourner une pièce d'échecs entre ses doigts. Sa voisine de cellule l'observait de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. Et il n'aimait pas cela, mais après tout, que pouvait-il y faire? Une petite partie? Lança-t-elle un jour. Cela le surprit beaucoup car elle n'avait jamais dit un mot jusqu'ici. Sa voix était claire et agréable, et confirmait son âge d'à peu près 25 ans. « Je ne fricote pas avec les criminels, » répond-il sans la regarder. « Tu en es un, pourtant, il me semble, ton Altesse, » se moqua-t-elle. Il ne répondit pas et lui tourna le dos. 3 jours plus tard, sa mère n'était toujours pas revenue. Son absence lui pesait, la solitude le minait. Il avait toujours été solitaire, son frère ayant pour lui toute l'attention et tous les courtisans. Mais au moins, sa mère et son précepteur avaient toujours été là, et cela lui avait suffi, au début. « Une petite partie » relança-t-elle. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, il l'observa attentivement. Elle n'était pas désagréable à regarder, même si ses cheveux blancs lui donnaient un air assez étrange. Elle paraissait calme et détendue, comme si être dans cette prison était quelque chose de naturel, de non contraignant. Il se dégageait d'elle une sérénité qui le troublait beaucoup. Valent hésita. Mais il avait besoin de parler et comme sa mère semblait l'avoir oublié, il se résolut à lui répondre. « Parce que tu sais jouer, » lança-t-il d'un air hautain. « Je suis imbattable, » affirma-t-elle avec le sourire. Bien que cela le dérange grandement de se mêler à ce genre de personnes, l'ennui et la curiosité l'emportèrent sur ses principes aristocratiques. Il s'assit face à elle, mit les pièces en place et lui laissa même le privilège de commencer afin de rendre sa victoire plus satisfaisante. Il était en effet très sûr de lui, car il était invaincu depuis plusieurs années. La partie commença doucement, chacun tâtant les défenses de l'autre. Il n'était pas vraiment pratique de jouer ainsi, car il devait avancer les pions selon ses indications, puis ensuite revenir aux siens sans perdre le fil des coups. Mais il joua avec beaucoup de sérieux et de concentration,
afin d'oublier sa situation au moins le temps d'une partie. Il prit rapidement l'avantage et se permit de jubiler d'avance. Puis, quand les choses sérieuses commencèrent, il se retrouva bien vite en difficulté. Qu'importe la stratégie qu'il tentait, elle semblait toujours connaître la contre-attaque adéquate. En très peu de temps, la partie fut finie. Il l'enrageait intérieurement, mais refusait de perdre la face devant une vulgaire femme du peuple, une criminelle de surcroît. En l'observant en coin, il remarqua tout de même qu'elle ne semblait pas satisfaite de sa partie. Elle se massait doucement à la tempe d'un air boudeur. « Encore une !» exigea-t-elle au bout d'un moment. Il ne lui répondit pas, amer d'avoir perdu dans un domaine où pourtant il excellait. Au-delà de la simple défaite au jeu, ce qui le minait était l'impression de rater tout ce qu'il entreprenait. À partir de ce moment, elle lui réclama une partie presque chaque jour, qu'il refusa durant toute une semaine. Puis sa mère revint le voir, s'excusant de son absence causée par ses obligations à la cour. Il lui proposa de jouer sitôt qu'elle arriva et gagna haut la main. Cette victoire lui rendit un peu de confiance, et lorsque le lendemain, la jeune femme lui réclama une nouvelle fois de jouer, il accepta. Mais comme lors de la partie précédente, il se fit battre très facilement. Peu importe les choix qu'il faisait, elle s'adaptait aussitôt avec la meilleure stratégie possible. Mais à nouveau sa victoire semblait l'ennuyer, ce qui le rendit encore plus maussade. Au fil des semaines, leurs parties devinrent de plus en plus fréquentes. Toujours elle gagnait, et toujours cela l'agaçait de gagner. Un jour que la reine rendait visite à son fils, la prisonnière qui jusqu'ici restait toujours silencieuse en sa présence, l'apostropha de manière très familière. « Ma bonne reine, railla-t-elle, que diriez-vous si je vous demandais une faveur ?» La noble dame fit d'abord mine de l'ignorer, puis lui répondit tout de même sans pour autant lui accorder un regard. « Je vous répondrai que je ne vous dois rien et que je ne traite pas avec la racaille. » Pensant avoir été assez claire, elle se prépara à partir afin de ne plus subir la présence de ces criminels qui l'entouraient. « Savez-vous pourquoi j'ai été enfermée ?» insista la jeune femme aux cheveux blancs. « Peu m'importe ce pourquoi vous êtes en prison, » répondit sèchement la souveraine. « Si vous y êtes, c'est que vous le méritez. »« Tout comme votre fils, n'est-ce pas ?» Valent la regarda d'un œil mauvais, et la reine tiqua. Cet échange commençait à grandement l'agacer, et elle se décida à tourner les talons, sans un mot de plus. « Il se trouve que j'ai été prise la main dans le sac, ou plutôt le nez dans les blocs de données de votre superbe bibliothèque, » continua la prisonnière. « Je vous prie de considérer ma requête, bonne reine, car je suis tombée sur un journal fort intéressant. » En entendant ces mots, la souveraine s'arrêta net et devint très pâle. Les deux gardes qui l'escortaient hésitèrent sur la marche à suivre, mais elle leur fit signe d'attendre là et retourna vers la cellule de l'intrigante. Valent observait tout cela avec attention, ne comprenant pas de quoi elle avait voulu parler. La reine s'approcha du champ de force et chuchota rageusement. « Vous mentez, vous ne savez rien du tout !» Ses lèvres tremblaient et toute sa personne transpirait la crainte. La prisonnière savoura quelques instants son emprise sur cette femme hautaine. Puis, elle jeta un œil sur le prince, qui suivait toujours la scène sans pouvoir en entendre un mot, avant de se pencher vers la reine. « 4e jour du 6e mois des enfants, » se mit-elle à réciter. « Aujourd'hui, j'ai tenté de noyer le 2e. Je ne supporte plus de savoir quel triste avenir lui est réservé. J'ai prétexté vouloir m'occuper moi-même de sa toilette. »« Assez !» hurla la reine. Surprise de son propre éclat de voix, elle se ressaisit et regarda la fouineuse d'un œil où se mêlaient la honte, le remords et la colère. C'était une bonne cachette que de les mettre avec ces traités sur les anatomies comparées, mais à mon avis, vous auriez dû tout simplement l'effacer. La noble dame se prit la tête entre les mains. Elle se sentait piégée et avait du mal à réfléchir correctement. « Que voulez-vous » demanda-t-elle enfin dans un souffle. « Simplement que vous me mettiez dans la même cellule que lui, » répondit la prisonnière en désignant l'autre côté du couloir. « Jouer aux échecs à distance est trop contraignant. » La reine regarda alors la jeune femme plus attentivement. Petite, mince, musclée mais pas plus qu'une femme qui travaille de ses mains, elle ne semblait pas dangereuse. Ses cheveux blancs lui donnaient un air étrange, tout comme ses yeux d'un bleu si limpide qu'on les aurait crus de glace.
Elle se mordit la lèvre tandis qu'une tempête faisait rage dans son esprit. Elle ne voulait pas céder au chantage de cette criminelle, mais elle prenait ainsi le risque qu'elle se mette à tout raconter. Si elle faisait pression pour qu'elle soit exécutée, cela paraîtrait suspect et on se demanderait pourquoi un tel acharnement sur une simple fouineuse de bibliothèque. Elle se tourna vers son fils qui la regardait intensément, cherchant à comprendre la situation. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi l'autre voulait se faire enfermer avec lui, elle se dit qu'au fond, ça n'était pas forcément une mauvaise chose. Il ne risquait probablement rien et cela lui permettrait de se sentir moins seule. Cela la déchargerait également du poids de venir le voir si souvent, car, bien qu'elle aime son fils d'une tendresse particulière, elle avait tout de même du mal à lui pardonner son acte. De plus, venir dans cette prison remplie de vermine était un supplice pour elle. « C'est accordé », finit-elle par dire avant de retourner voir les gardes pour leur donner des instructions et un pot de vin nécessaire à leur silence. « Mère, que se passe-t-il » finit par demander Valent tandis qu'elle s'éloignait. Il n'obtint pas de réponse, mais regarda avec incompréhension les gardes procéder au transfert de cellules. Tout comme le jour de son arrivée, elle se laissa faire docilement en évitant tout contact physique avec l'hématon. Il remarqua néanmoins qu'elle paraissait étrangement tendue et très concentrée. La tête baissée, on aurait dit qu'elle prenait bien soin de ne pas regarder les gardes et leurs armes chargées. Ceux-ci considéraient sans doute qu'une femme ne représentait aucune menace et donc n'avait pas besoin d'être tenue en joue. Par contre, ils le visèrent lui, le forçant à reculer avant de désactiver le champ de force pour la faire entrer. Une fois la manœuvre accomplie, ils s'en allèrent en ricanant, spéculant sur le sort de la jeune femme et sur le but de ce transfert. Après l'avoir longuement observé, elle prit le plateau d'échecs et le posa à terre. Puis, elle s'assit en face et entreprit de le préparer pour une nouvelle partie. Ses gestes étaient à nouveau détendus, elle semblait calme et paisible. Cela ne le mit pas en confiance, loin de là, car en dehors du fait qu'il ne comprenait pas que l'on puisse se sentir aussi à l'aise dans une prison, il se demandait ce qu'elle avait bien pu dire à sa mère pour la faire céder ainsi. « Eh bien, qu'attends-tu, Altesse » demanda-t-elle impatiente. « Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai une quelconque amitié envers toi » demanda-t-il avec mépris. « Tu crois peut-être que quelques parties d'échecs auront suffi à ce que je te considère comme autre chose qu'une racaille ?»« Tant d'agressivité inutile, » le taquina-t-elle. « Ce n'est pas dans ton intérêt. » Toujours méfiant, il se décida à s'approcher puis à s'asseoir en face d'elle de l'autre côté de l'échiquier. Il ne prêta cependant aucune attention au plateau, la fixant intensément comme si cela pouvait lui permettre de la percer à jour. « Pose ta question, » dit-elle au bout d'un moment. Cela l'agaça grandement d'être aussi transparent, mais il n'y tint plus. « Comment l'as-tu fait céder ? Que lui as-tu dit ?»« Gagne une partie et je te le dirai, » répondit-elle dans un sourire. Elle avança le premier pion, lui montrant ainsi qu'elle ne lui laissait pas vraiment le choix. Comprenant qu'il avait affaire à un être extrêmement têtu, il se décida à jouer le jeu, pour le moment du moins. La partie s'engagea doucement, comme toutes les autres. Comme d'habitude, elle lui laissa quelques coups d'avance, puis commença à contrer sa stratégie. Voyant qu'il n'avait plus aucune possibilité de sauver son roi, il balaya le plateau d'un geste rageur. Elle leva les yeux au ciel, puis alla s'installer dans un coin pour s'y reposer. Toujours contrarié de cette intrusion, il lui lança. « Qu'est-ce qui te dit que je ne profiterai pas de ton sommeil ?»« Ce n'est pas dans ton intérêt, » répéta-t-elle sans ouvrir les yeux. « Il faut toujours garder son intérêt en vue. » Décidément, il la trouvait très agaçante. Comme il ne savait quoi lui répondre à ce sujet, il décida de la reprendre sur sa politesse. « Cesse de me tutoyer, je suis le prince, tu me dois le respect dû à mon rang. » Toujours sans ouvrir les yeux, elle sourit en se massant une tempe. Puis, elle se résolut à le regarder. « Vois où tu te trouves, Altesse !» dit-elle en désignant la cellule de ses deux mains. « En prison, un être ne vaut pas plus qu'un autre, et je reste persuadée que c'est aussi le cas en dehors des prisons. » Elle marqua une courte pause, sans doute pour lui laisser le temps de la contredire. Mais il n'en fit rien, et elle reprit. « Nous sommes enfermés l'un avec l'autre. Alors, à moins que tu ne veuilles qu'on se batte, auquel cas faisons-le maintenant,
Je te conseille de faire preuve envers moi du même respect que tu veux me voir te témoigner. Je ne suis pas ton ennemi, et si tu ne veux pas me considérer comme une amie, alors contente-toi de me voir comme une alliée. Sur ces paroles, elle ferma de nouveau les yeux et mit peu de temps à s'endormir. Valan se sentait perplexe, voire perdu. Ne sachant que faire d'autre, il s'installa dans le coin opposé et décida lui aussi de se reposer. Le lendemain, lorsqu'il s'éveilla, elle était déjà devant le plateau, prête pour une nouvelle partie. Cette fois, elle lui avait laissé les blancs, espérant sans doute l'amadouer en le laissant commencer. La situation ne lui plaisait guère, mais il comprit vite que jouer contre elle serait sa seule distraction. Il se prépara donc à perdre une fois de plus. Plus le jeu avançait, et plus il voyait dans son regard contrarié que cela ne se passait pas comme elle le voulait. « De quelle maladie mentale souffres-tu donc pour ainsi détester gagner ?» demanda-t-il au bout d'un moment. Elle eut un petit sourire et joua son coup, mettant encore une fois ses pièces maîtresses en grande difficulté. « C'est fatigant, » finit-elle par répondre en se frottant la tempe. « C'est fatigant de toujours gagner parce qu'on connaît toutes les combinaisons par cœur. Tous les coups, toutes les configurations de partie, je les ai toutes en mémoire. Le jeu n'en est plus un. » Il fronça les sourcils devant cet aveu. « Il est impossible de connaître toutes les configurations par cœur, » dit-il en jouant à son tour. « Même moi qui y joue depuis mon plus jeune âge, il m'arrive parfois de me faire surprendre par une botte. »« Échec et mat » soupira la jeune femme en déplaçant sa tour. Puis, elle se redressa et se frotta le visage en haussant les épaules. « Et pourtant, je les connais toutes. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, depuis son origine terrestre très lointaine à ses dernières applications mathématiques, en passant par toutes ses phases d'évolution et de complexification. » Valan observa attentivement la jeune femme pour chercher à voir si elle se moquait de lui ou non. Mais étrangement, elle paraissait sincère, tout comme l'ennui qu'elle manifestait à chacune de ses victoires semblait authentique. « Et comment cela est-il possible ? Comment fais-tu pour savoir tout ça ?» Elle lui répondit par un nouveau sourire. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait, dans son attitude, son calme. À tout moment, elle semblait être maîtresse de la situation, exactement comme dans leur partie d'échecs. Comme elle voyait qu'il attendait une réponse, elle lui proposa d'un ton complice. « Trouve-moi un jeu que je ne puisse pas gagner, une seule victoire et je te livre tous mes secrets. » Il trouva cette proposition bien étrange, mais après tout, elle aussi l'était. Il se mit donc en quête d'un jeu de réflexion qu'elle ne pourrait gagner. Il lui proposa tout d'abord des énigmes, mais elle semblait toutes les connaître. Des questions de mathématiques, idem. Elle répondait sans avoir besoin de réfléchir, comme si tout était archivé dans sa mémoire. Il tenta alors de modifier le plateau d'échecs pour jouer à d'autres jeux, semblables, mais en vain. Elle gagnait à tous les jeux connus avec une facilité déconcertante, et cela l'ennuyait de plus en plus. « Pourquoi as-tu tenté de le tuer ?» lui demanda-t-elle de but en blanc un jour. Se braquant immédiatement à cette question, il serra rageusement les poings. Elle attendait la réponse, calmement assise face à lui. « Parce qu'il le mérite », dit-il alors dans un souffle. Durant ces quelques semaines passées avec elle, il avait réussi à se sortir son frère de la tête, à ne pas penser à lui et à l'injustice qu'il représentait. De quoi se mêlait-elle de cette impertinente ? Qu'il le mérite ou non n'est pas la question, continua-t-elle sur le ton de la conversation. La vraie question est, était-ce dans ton intérêt ? Il exposa à cette dernière remarque et jeta le plateau du jeu contre un mur. Il se leva et commença à se défouler contre le champ de force en hurlant. Elle se recula doucement pour se mettre hors de portée, sans pour autant manifester ni peur ni crainte. Il se calma plutôt rapidement, toute cette histoire le fatiguait. Lorsqu'enfin il se fut rassis, elle revint vers lui, toujours aussi calme, et repositionna le plateau et les pièces du jeu devant eux. « Tu ne devrais pas laisser tes émotions prendre le dessus comme cela. Je n'ai pas dit tout cela pour t'énerver, ça n'est pas dans mon intérêt. »« Intérêt, intérêt, tu n'as que ce mot-là à la bouche !» finit-il par répondre agacé. « C'est vrai, » reconnut-elle. « C'est parce que j'ai compris très tôt et j'ai grandi comme ça. Mon père buvait énormément et me frappait souvent. J'aurais pu m'enfuir, mais ça n'était pas dans mon intérêt de le faire, car je serais probablement morte de faim rapidement. Ou pire, j'aurais fini dans un bordel sordide sur un astéroïde minier. De tous les maux, il faut choisir le moins pire. » C'était la première fois qu'elle parlait d'elle-même, et étrangement la curiosité l'aida à se détendre un peu. « Qu'as-tu fait alors »
demanda-t-il. Elle porta la main à sa tempe, qu'elle massa doucement. Il se rendit compte qu'il avait vu faire ce geste très souvent. J'ai attendu patiemment qu'une occasion se présente sans vraiment savoir ce que j'attendais. Et puis... Et puis quoi? Tu n'as pas gagné la partie, lui dit-elle dans un sourire. Gagne, et je te le dirai. Ce refus le renfrogna. Il n'aimait pas qu'on lui résiste et il se rendit compte qu'elle n'avait fait que cela depuis le début. Gardant son calme avec difficulté, il regarda le plateau d'échecs. En remettant les pièces, elle en avait inversé 2 par mégarde. Un schéma naquit alors dans son esprit, et pour la première fois depuis longtemps, il eut un petit sourire. En coin, certes, mais qui traduisait sa satisfaction d'avoir trouvé la solution à son problème. Il inversa 2 cavaliers ainsi que quelques autres pions. Elle le regarda faire avec beaucoup de curiosité. Lorsqu'il eut fini, il fouilla dans sa chemise et en ressortit un médaillon qui était accroché à son cou par une fine chaîne. Il le détacha et le lui montra. Étrangement épais, il portait sur l'une de ses faces les armoiries de la famille royale et sur l'autre son prénom, ainsi qu'une devise en langue ancienne. Après l'avoir observé, elle le regarda dans les yeux, attendant la suite avec impatience. Valent resta bloqué quelques secondes devant ce regard, tant on aurait dit un enfant attendant un cadeau. « Nous allons jouer une nouvelle partie d'échecs, » expliqua-t-il après s'être repris. « Mais, dans chacun de nos rangs, se trouvent des traîtres. C'est le médaillon qui décidera de leur mouvement. »« Intéressant, » dit-elle. « Le hasard est une bonne composante au jeu. Qui lancera le médaillon ? » C'est moi, et j'interpréterai le résultat des lancers selon mon propre système, que je ne t'expliquerai pas. De nouveau, la jeune femme porta sa main à la tempe et se gratta la tête. Donc, rien ne t'empêche de tricher, finit-elle par dire. C'est vrai, mais je te donne ma parole que je ne le ferai pas. Et après tout, quel autre choix as-tu ? Très juste, gloussa-t-elle. Je n'ai pas grand-chose de prévu pour les prochaines heures. Allons-y. La partie fut longue, car il faisait tout pour la faire durer, avançant des pions, puis les reculant. Les traîtres avaient des comportements assez erratiques au fur et à mesure des lancers du médaillon. Ils cherchaient à tout prix à donner au jeu un aspect totalement hasardeux et chaotique, basé sur aucune stratégie ni logique. Chose qui le surprit lui-même, il ne chercha presque pas à tricher, malgré son ardent désir de remporter la partie à tout prix. Le tout était déjà suffisamment complexe, pas besoin de risquer de s'y perdre. Il se prit au jeu, et même frôla l'amusement. Au terme d'une bonne heure et demie, il réussit enfin à gagner la partie, en capturant le roi adverse, puis en le ramenant de son côté du plateau. Sa co-détenue exultait, comme s'il s'agissait de sa propre victoire. Manifestant sa joie sans retenue, elle applaudissait en riant. « Bravo, Altesse, je ne m'étais pas amusée comme ça depuis des années !» En la regardant, durant quelques secondes, il se sentit bien, content de lui. Mais ses sombres pensées revinrent bien vite, et il tint à lui rappeler leur accord. « Et maintenant tu me dois la vérité, » lui commanda-t-il sur un ton un peu plus dur qu'il ne l'aurait voulu. Ce rappel la fit redescendre de son petit nuage, et elle se calma bien vite. Elle poussa le plateau de jeu et se rapprocha de lui, comme un enfant qui va livrer ses secrets. « J'ai quelque chose là, » dit-elle en tapotant sa tempe, qui me permet d'avoir accès à un savoir énorme, illimité en quelque sorte. Intrigué, il se rapprocha et examina l'endroit qu'elle désignait. On pouvait y voir une cicatrice très fine en forme d'étoile. Il allait lui réclamer des explications lorsqu'un garde vint l'informer de la visite de sa mère. Cela faisait un peu plus d'1 mois qu'elle n'était pas venue le voir, depuis qu'elle avait fait transférer la jeune femme, en fait. Au lieu de se réjouir de sa visite, Valent en fut irrité. Il ne lui parla presque pas, répondit sèchement à ses questions et évita son regard. Bien qu'il n'ait toujours pas compris pourquoi elle avait cédé au chantage de la prisonnière, il avait bien senti qu'elle avait mis quelqu'un dans sa cellule pour s'alléger du fardeau de venir le voir. De plus, aujourd'hui elle tombait mal, car après des jours et des jours à se creuser la cervelle, il allait enfin recueillir les confidences de sa codétenue à l'extraordinaire mémoire. Alors qu'il l'écoutait distraitement, il remarqua qu'elle était accompagnée de 4 gardes au lieu des 2 habituels. « Ton frère veut passer te voir, » finit-elle par lui dire. « Quoi » explosa-t-il. « Je ne veux pas le voir !» La reine s'était bien sûr attendue à une telle réaction de sa part. Elle le regarda avec tristesse. « Il te pardonne ton geste.
Il veut venir pour faire la paix avec toi. » Le prince perdit le peu de calme qu'il avait réussi à garder jusqu'ici. « Qu'il aille mourir, alors je serai en paix !» La noble dame se détourna de son fils et s'adressa à la jeune femme aux cheveux blancs. « Vous m'avez eu avec vos manigances. Sachez que je l'ai détruit. Votre chantage ne peut plus prendre. Votre parole ne vaut rien face à la mienne. » Elle se tourna alors vers un garde et murmura de manière à ne pas être entendue de la cellule. « Sortez de là et faites en sorte qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux. Je ne veux rien savoir. » Le garde regarda la jeune femme d'un œil avide, laissant clairement apparaître ses intentions. Loin de s'en effrayer, cette dernière se releva et s'approcha de la barrière énergétique pour s'adresser à la reine. « Vous faites une grossière erreur, noble dame. Je connais par cœur chaque ligne de votre petit journal. Soyez certaine que je les lui citerai. » La souveraine hésita à lui répondre, puis finalement se tourna de nouveau vers son fils qui s'était un peu calmé. « Valan, mon fils, accepte le pardon de ton frère. La purge approche et il est ton dernier rempart entre toi et le bourreau. » Il ne répondit pas et se contenta de cracher par terre. La reine donna pour instruction d'attendre qu'elle soit partie avant de sortir la prisonnière, puis elle s'en alla sans un mot de plus. « Bien !» dit alors la jeune femme avec enthousiasme. « La voilà notre occasion, c'est pas trop tôt. » Elle sembla chercher quelque chose autour d'elle, et avant qu'il puisse lui demander quoi, elle avait ramassé le médaillon. « C'est pas l'idéal, mais ça fera l'affaire, » murmura-t-elle pour elle-même. Sous le regard étonné du prince et des gardes, elle se servit du petit anneau qui en dépassait et qui servait à l'attacher à la chaîne pour se griffer violemment le poignet. Cela ne fut pas très efficace au début, mais au prix de quelques efforts très douloureux, elle réussit à se faire une entaille suffisante pour récupérer quelques gouttes de sang dans sa main. Puis elle se précipita sur lui. « Arrière !» lui commanda-t-il. « Tu es folle !»« Ton Altesse !» dit-elle en lui parlant comme un enfant turbulent. « Je n'ai pas eu le temps de t'expliquer ce que je suis, mais tu ne vas pas tarder à le savoir. Donc soit tu fais ce que je te dis et tu restes en vie, soit tu t'entêtes et tu meurs. » Il la regarda encore une fois pour voir si elle se moquait de lui ou non. Derrière elle, les gardes s'apprêtaient à activer l'ouverture et charger leurs armes. « Les explications viendront !» insista-t-elle. « En attendant, fais-moi confiance et donne-moi tes mains. C'est vraiment une question de vie ou de mort. » Il ne sut pas vraiment pourquoi il lui obéit. Son calme, son sérieux, le fait qu'elle ait été la seule personne à lui parler ces dernières semaines, à lui parler normalement surtout, à agir avec lui comme avec n'importe qui et non pas comme avec un criminel ou un enfant indésirable. Il lui tendit ses deux mains, il la regarda avec un certain dégoût lui étaler son sang dessus. Après une courte réflexion, elle lui traça quelques lignes sanglantes sur le visage. Les gardes désactivèrent le champ, et deux d'entre eux entrèrent dans la cellule. « Ne tente rien, dit-elle rapidement. Reste tranquille et attends que je me sois calmée. C'est très important. Surtout, ne tente rien. » À ce moment-là, un garde l'attrapa par le bras et la tira brusquement en arrière. Tout se passa alors très vite. Le prince eut à peine le temps de voir ses yeux se faceter, comme deux diamants qui brillaient, puis elle se retourna et frappa le maton. Celui-ci fit un bond de plusieurs mètres et atterrit en dehors de la cellule. Sa tête émit un craquement sinistre en heurtant le mur et du sang gicla de ses oreilles et de son nez. Les trois autres gardes firent feu immédiatement, mais les tirs semblaient ricocher sur elle. Valan se recula instinctivement dans un coin de la cellule, cherchant à se faire oublier. Il observa attentivement la scène et remarqua que la peau de la jeune femme était devenue comme ses yeux, blanchâtre, facetée et légèrement translucide. On aurait dit une statue de cristal qui pouvait bouger comme un être vivant. Après quelques secondes de tirs inutiles, les gardes tentèrent de réenclencher le champ de force. Mais elle fut plus rapide et en un bond fut dans le couloir. Elle attrapa le plus proche et le projeta au sol, lui écrasant la tête contre la pierre comme un fruit trop mûr. Les deux autres gardes tentèrent bien de fuir, mais encore une fois sa rapidité surprenante lui permit de les rattraper en à peine quelques secondes. Tenant un garde en chaque main, elle les cogna l'un contre l'autre et ils perdirent connaissance. Une fois au sol, elle leur donna plusieurs coups de pied qui leur broyèrent les os. Au loin, les autres prisonniers s'étaient mis à hurler, de peur pour certains, de joie sauvage pour d'autres. Au milieu de tout cela, le premier garde se mit à gémir sans pourtant pouvoir bouger. Elle se retourna vivement et fondit sur lui pour le rouer de coups. Lorsqu'elle s'arrêta, il ne ressemblait plus qu'à un tas de chair rosâtre. Valan était pétrifié devant la violence de la créature qu'elle était devenue.
À plusieurs reprises, son estomac menaça de renvoyer son maigre repas, et il dut se boucher le nez tant l'odeur du sang et des viscères devenait insupportable. Il remarqua qu'à quelques mètres de lui se trouvait l'arme que le premier garde avait laissé tomber en se faisant attaquer. Dans un réflexe, il eut un léger mouvement dans sa direction, puis s'arrêta net en comprenant l'inutilité de la manœuvre et en repensant à l'avertissement qu'elle lui avait donné. Ce petit mouvement suffit pourtant à attirer son attention, et elle s'approcha rapidement de lui. Son visage de statue n'exprimait rien, ses traits étaient figés comme ceux d'une sculpture. Il leva instinctivement les mains devant son visage pour se protéger. La créature approcha son nez des mains sanglantes du prince, puis elle se recula, se désintéressant de lui. Elle resta immobile au centre de la cellule durant de longues minutes, lui tournant le dos. Il n'osait plus bouger d'un millimètre, et c'était à peine s'il osait respirer. Puis, il vit clairement sa peau redevenir souple et colorée. Elle tourna la tête, observant le triste spectacle qui s'étendait hors de la cellule, et enfin regarda vers lui. Son visage et ses yeux avaient repris leur aspect normal. « Ton Altesse » dit-elle en désignant la sortie dans un semblant de révérence. Ses mains étaient poissées de sang, et ses vêtements étaient rouges des restes de ses victimes. Après une hésitation, il lui passa devant en prenant bien soin de ne pas la toucher. Puis, il partit rapidement avant que d'autres gardes n'arrivent, sous les regards médusés des autres détenus. Si certains tentèrent bien de les convaincre de les libérer, la plupart s'éloignaient rapidement du champ de force, à la vue de la jeune femme dégoulinante. La prison se situait au pied d'une falaise. Au-dessus se tenait la ville basse, puis la ville haute, et enfin le palais. Un petit dock était accolé au bâtiment avec des navettes permettant de faire la liaison jusqu'à un spatioport situé de l'autre côté de la ville, et devant s'étendait un grand désert de plusieurs centaines de kilomètres. Cette prison n'avait connu quasiment aucune évasion. Les rares prisonniers réussissant à s'en sortir ne se risquaient jamais à voler une navette, et donc n'avaient d'autre choix que de s'enfuir dans les sables pour y mourir de soif et de faim. Aussi, les effectifs étaient réduits, ce qui les aida beaucoup. Voler une navette fut d'une facilité déconcertante. En revanche, ils rencontrèrent une résistance armée au petit spatioport. Une fois de plus, elle lui couvrit les mains et le visage de sang frais. Connaissant maintenant le but de cette manœuvre, il la laissa faire sans protester, malgré le dégoût que cela lui procurait. Alors qu'elle s'occupait des gardes, les réduisant littéralement en bouillie, il entra dans un vaisseau de commandement et enclencha la mise en route des systèmes. Il hésita quelques minutes à partir sans elle, mais à bien y réfléchir, il se dit qu'une arme vivante comme elle lui serait très utile. Il n'avait toujours pas digéré son échec dans la tentative d'assassinat de son frère, et se promit que la prochaine fois, il ne la raterait pas. Quand enfin elle entra dans le vaisseau, le spatioport était silencieux. Beaucoup avaient réussi à s'enfuir, mais beaucoup étaient aussi morts sous ces points de cristal. Lorsqu'elle le rejoignit dans le cockpit, il faillit vomir à la vue du sang et des restes humains qui étaient collés sur elle. Elle s'en excusa et partit fouiller le vaisseau afin de trouver de quoi se laver et se changer. Les petits droïdes de nettoyage la suivaient de près, effaçant ses traces au fur et à mesure qu'elle avançait. Il la regarda s'éloigner, son étrange escorte sur les talons, encore sous le choc de ce qu'il venait de se passer. Puis, une fois la procédure automatique de décollage programmée, il en profita également pour se nettoyer les mains et le visage. Tout cela le dégoûtait au plus haut point. Personne ne les suivit, personne ne les attaqua. La nouvelle avait dû se répandre comme une traînée de poudre, et au palais on pensait sans doute qu'il valait mieux laisser partir une telle menace que de risquer de la faire revenir. Les deux fugitifs mirent rapidement le cap sur un système voisin, en froid avec le royaume Nexan, afin d'être sûrs d'y être tranquille. Tranquille, Valan ne l'était pas du tout, comprenant qu'il voyageait avec un être non seulement têtu et capricieux, mais surtout extrêmement dangereux et incontrôlable. Chapitre 2. Après avoir entré leur destination dans l'ordinateur de bord et paramétré le pilotage automatique, Valan resta un peu seul. Il goûtait à cette nouvelle liberté après des mois d'enfermement. Bien que ses conditions n'aient pas été les pires, surtout grâce à sa mère, c'était l'humiliation que cela représentait qui lui avait fait le plus de mal. L'inégalité entre lui et son frère l'avait rongé pendant des années. Il était pourtant d'un naturel calme, mais à l'approche du couronnement qui aurait eu lieu pour les 30 ans de son jumeau, celui-ci était devenu de plus en plus imbu de lui-même, lui rappelant sans cesse sa condition d'éternel second. Ses 30 ans à lui, personne ne s'en soucierait.
Personne ne les lui fêterait, à part sa mère, bien sûr. Son précepteur et unique ami était mort l'année d'avant, le laissant vraiment seul pour la première fois. Il n'était plus un enfant et il devait donc passer au-dessus de tout ça, mais il n'y arrivait pas. Sa haine pour son frère le dévorait de l'intérieur, et il s'était persuadé qu'il n'irait mieux que lorsqu'un l'autre serait mort. Et à présent, il avait une petite idée de comment y arriver. L'attrait que cette jeune femme semblait avoir pour sa personne lui demeurait mystérieux, mais il pensait pouvoir en user. Elle était une arme redoutable, implacable et surtout impossible à stopper. Il repensa aux dizaines de morts qu'elle avait provoquées de manière si violente, si bestiale. Il s'imagina alors son frère sous ses poings de cristal et eut un sourire mauvais. Il se décida à partir à sa recherche dans le vaisseau afin d'en apprendre plus sur elle. L'engin qu'ils avaient volé était plus un vaisseau de parade qu'un vrai vaisseau militaire. Petit, comparé au reste de la flotte Nexan, il était quand même grand à échelle humaine. Il comprenait plusieurs salles techniques, des salles d'entraînement, des dortoirs de dizaines de couchettes et des quartiers privés, ainsi que 2 réfectoires. Heureusement pour eux, tous les systèmes de navigation étaient informatisés et automatiques, et ainsi le bâtiment ne nécessitait pas d'équipage spécialisé. De plus, les petits droïdes de maintenance se chargeaient à merveille de l'entretien du bâtiment. Ils n'avaient en somme qu'à entrer une destination, et le reste se faisait tout seul. Il la trouva dans une salle d'armes, en train d'effectuer des passes avec un bâton d'exercice. Elle avait troqué ses vêtements imbibés de sang contre une tenue de garde Nexan qui lui allait plutôt bien, le noir et le rouge soulignant le blanc de ses cheveux et son teint pâle. Le prince prit quelques minutes pour l'observer. Ses gestes étaient rapides et précis. Elle semblait manier l'arme parfaitement. Seul son frère avait été entraîné physiquement par un instructeur. Lui ne savait pas se battre, mais il les avait suffisamment observés durant des années pour pouvoir reconnaître un bon combattant. Elle avait dû apprendre avec quelqu'un de très expérimenté pour atteindre un tel niveau de maîtrise de son propre corps. Elle vit qu'il l'observait et s'arrêta, reposa son bâton et vint le rejoindre. « La méditation par le mouvement est la meilleure qui soit, » dit-elle en s'épongeant le visage. « Si tu le dis. » Elle parut ennuyée par sa réponse plutôt sèche, mais ne fit aucun commentaire. Ils se mirent à marcher un peu, pour le simple plaisir de pouvoir faire 3 pas sans se retrouver face à un mur. « Alors ?» demanda-t-elle finalement. « Où est-ce qu'on va maintenant ?»« Sur Nara 7. Ils sont en désaccord avec mon père à propos des routes commerciales. Si jamais on se fait repérer, ils ne chercheront pas à nous dénoncer afin d'éviter tout incident. Mais il faudra changer de vaisseau. Celui-ci est beaucoup trop facilement reconnaissable. »« Chouette !» s'exclama-t-elle. « Je ne suis encore jamais allée, il me semble. Je trouverais bien quelque chose d'intéressant sur place. » Voyant qu'il continuait à l'observer, elle voulut s'approcher de lui, mais il eut instinctivement un mouvement de recul. Une ombre passa sur le visage de la jeune femme. « Je ne te ferai pas de mal, je te le promets. Tant que tu ne représentes pas une menace, il ne te fera rien. »« Il ?» s'étonna Valan. « De qui parles-tu ? C'est toi qui as attaqué toutes ces personnes. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise. Cela le surprit car c'était bien la première fois qu'il la voyait ainsi. « Je ne suis pas vraiment consciente quand je fais ça, c'est comme si mon esprit se sépare de mon corps pour observer ce qu'il se passe, sans pour autant pouvoir intervenir ou changer quoi que ce soit. C'est un peu compliqué en fait. »« Tu me dois des explications, » lui rappela-t-il. « J'ai gagné la partie. »« C'est vrai, » dit-elle en portant la main à sa tempe. Toujours ce même geste, pensa-t-il, intrigué malgré lui. Elle redressa la tête et plaqua un sourire sur ses lèvres. « Devant un dîner, qu'en penses-tu » Valan fronça les sourcils, il n'était même pas sûr de comprendre. « Un dîner ? Qu'est-ce que tu crois ? Je suis le prince, je mange seul. Nous ne sommes plus dans une cellule. » Loin de l'offusquer, cette réponse sembla amuser la jeune femme. « Et tu n'en as pas marre de manger seule, ton Altesse ? Un peu de compagnie, c'est agréable, non ? En plus, tu verras, discuter autour d'un repas est la meilleure façon de discuter. » Encore une fois, il se laissa convaincre, mais il se promit de se surveiller afin de ne pas devenir trop familier avec elle. Il n'avait pas pour habitude de parler avec quelqu'un comme cela. Depuis qu'il était né, on le tenait à l'écart de la cour et lui s'était raccroché à sa noblesse pour l'expliquer. Mais au fond de lui, il savait bien qu'on l'avait simplement
mis de côté. Son sang noble ne justifiait pas qu'il passe ses journées et ses repas seul, avec comme unique compagnie le vieux Dean et sa mère, quand celle-ci en avait le temps. Il la retrouva un peu plus tard aux messes du vaisseau. Les automates avaient délivré des rations de nourriture synthétique qui, si on fermait les yeux, pouvaient presque passer pour de la viande et des légumes. Elle avait tout disposé sur une table métallique en une parodie de dîner aux chandelles. Cela semblait beaucoup l'amuser, et il l'entendit même chantonner. Avec une certaine réserve, il s'assit en face d'elle et porta un regard dubitatif à son assiette. « Allez, va !» dit-elle avec le sourire. « Ça ne peut pas être pire que la bouillie qu'on avait en tôle !» Il ne répondit rien et goûta prudemment le contenu de son assiette du bout des lèvres. En effet, ça n'était pas si mauvais en comparaison des repas qu'ils avaient reçus ces derniers mois. Il mangea un peu, puis reporta son attention. « Alors ?» demanda-t-il brusquement. « Oui, bon !» répondit-elle la bouche pleine. Il dut tout de même attendre qu'elle ait fini de mâcher, ce qu'elle fit avec une lenteur exaspérante. « Donc, on en était où ?» Il se retint difficilement de hurler, tant il la trouvait agaçante. « À ce que tu avais dans la tête !» dit-il en perdant patience. Elle lui sourit d'un air malicieux. « Tu ne devrais pas t'énerver aussi facilement. »« Je suppose que tu vas me dire que ce n'est pas dans mon intérêt ?» grogna-t-il en lui lançant un regard mauvais. Voyant qu'elle ne devait pas trop le pousser, elle se décida à reprendre son sérieux. « Connais-tu les Yilin ?» Il réfléchit quelques secondes. « Je crois me souvenir que c'est une très ancienne civilisation, originaire du système Quadra, si je ne me trompe. » Pas si ancienne que ça, mais oui. C'est une civilisation qui a disparu depuis un certain temps. Ils étaient plutôt pacifistes et croyaient au pouvoir par le savoir. Ils ont donc cherché durant des décennies comment le stocker de manière sûre. Les données informatiques se perdent, se corrompent facilement et sont dépendantes d'une source d'énergie. Et il existe encore certains peuples qui utilisent du papier ou d'autres supports physiques, mais ça aussi c'est très précaire. Tu imagines ? Du papier ? Elle se mit à rire comme s'il s'agissait là d'une bonne blague. Le prince, lui, haussa les sourcils. Bien que son propre peuple paraisse archaïque aux yeux de beaucoup d'autres, ils avaient abandonné ce genre de support des siècles auparavant. Il avait du mal à imaginer que cela existe encore. Donc, leur idée, reprit-elle, c'était de mettre au point un système qui permette de garder les informations et de les défendre. Ils avaient compris que l'on pouvait tout stocker en grande quantité dans différentes matières, comme le diamant et certaines cellules vivantes. Ils ont donc créé un alliage des deux, des biocristaux de stockage de données. Elle marqua une pause pour manger un peu et lui laisser le temps de tout intégrer. Après quelques bouchées, il s'impatienta de nouveau. « Et qu'est-ce que tu viens faire là-dedans ?»« Mon père était un chasseur d'artefacts, » répondit-elle, la bouche pleine. « Enfin, un fouilleur de poubelles surtout. Un jour, on est allé visiter des ruines Illinis sur un astéroïde pour y chercher quelque chose à vendre. En déambulant dans les ruines d'un laboratoire, j'ai trouvé un de ces cristaux. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. » Machinalement, sa main se porta sur sa tempe. Les cristaux de savoir ont besoin d'un hôte pour se déplacer, emmagasiner les connaissances et les défendre. Il est entré dans mon crâne et a fusionné avec mon cerveau. Depuis, j'ai accès à une base de données immense, allant des recherches sur les trous noirs des Mohin jusqu'aux recettes de cuisine traditionnelles d'une lume paumée du système No. Valan réfléchit quelques minutes. C'est donc pour cela que, quand tu es menacé, tu attaques tout ce qui se trouve autour de toi. Tu protèges le savoir ? Oui, je protège le cristal et le savoir qu'il renferme. Une nouvelle fois, une ombre passa sur son visage. Ses yeux bleus se perdirent quelques instants dans le vague. Au fond, poursuivit-elle, je ne suis qu'un outil, un moyen de transport, une sorte de vaisseau. Le cristal a sa volonté propre et il peut m'obliger à aller où il le souhaite ou à faire ce qu'il veut. Enfin, dans une certaine mesure, puisque la seule chose qu'il veut, c'est emmagasiner toujours plus de connaissances. Elle se tut et se remit à manger, avec moins d'entrain cependant. L'atmosphère se fit pesante, mettant le prince mal à l'aise. « C'est donc pour ça que les guerres t'ont attrapé dans la bibliothèque du palais ?» demanda-t-il au bout de quelques minutes de silence. « Oui, je n'étais encore jamais venu dans votre système. Vous possédez beaucoup de savoir du fait de l'ancienneté de votre civilisation. Bien que certaines de vos connaissances scientifiques soient erronées. Mais en tout cas, vous avez une architecture remarquable. »« Attends une seconde, » la coupa-t-il. « Pourquoi t'es-tu laissé prendre ? Pourquoi n'as-tu pas tout simplement réduit tout le monde en bouillie ?» La jeune femme eut un sourire pincé.
Il m'arrive parfois de réussir à garder le contrôle de moi-même, contre la volonté du cristal. Ça me demande beaucoup d'efforts, et surtout il ne faut pas que je sois réellement en danger. L'avantage d'être une femme, c'est qu'on peut aller n'importe où dans l'univers, les hommes ne nous considèrent jamais comme une réelle menace. Donc les gardes ne se sont pas montrés physiquement menaçants. J'ai pu calmer le Triscal et me laisser conduire tranquillement. « Mais pourquoi » s'exclama-t-il. « Pourquoi se laisser enfermer dans une prison quand on peut être libre ?» La jeune femme eut un petit rire, ce qui ne fit que l'agacer. Dans un geste machinal, elle se frotta la tempe au point de la faire rougir. « La liberté, c'est quelque chose de très relatif, » dit-elle. « La vérité, c'est que les prisons m'aident à réfléchir. C'est calme, enfin la plupart du temps, et c'est dans ces moments-là qu'ils me laissent le plus tranquille. » Elle leva les yeux et regarda droit dans les siens. Il soutint son regard, perdu devant la complexité et la contradiction que représentait cette femme. « Tu es folle, alliée, » lâcha-t-il enfin. « Si seulement, » lui répondit-elle toujours souriante. Il décida de partir s'isoler afin de réfléchir à si elle était effectivement folle ou stupide. Dans un cas comme dans l'autre, il devait trouver un moyen de l'utiliser pour tuer son frère, et il comprenait que cela ne serait pas aussi facile qu'il ne l'avait cru au départ. Déambulant dans les couloirs, il jeta son dévolu sur la cabine privée d'un officier. Plutôt grande, elle offrait un certain luxe par rapport au reste du vaisseau. Luxe qui se traduisait notamment par du mobilier de plastacier travaillé, quelques tentures au mur et surtout une cabine de douche individuelle. Le vaisseau était initialement prévu pour une centaine de personnes, les réserves d'eau étaient donc conséquentes. Il en usa et abusa longuement, heureux de pouvoir enfin se laver correctement sans avoir à vérifier constamment que personne ne le regardait. Il décida ensuite de s'allonger pour quelques heures. Pouvoir s'étendre sur un vrai lit après des mois à dormir sur un matelas au sol lui fit un bien fou. Mais alors que le sommeil commençait à le gagner, un doute le saisit. Il se releva brusquement pour enclencher le verrouillage magnétique de la porte, puis retourna s'allonger, l'esprit plus tranquille. Ils passèrent les 2 jours suivants à s'éviter. Enfin, c'était surtout lui qui l'évitait. Sa présence le mettait mal à l'aise, sachant ce qu'elle était capable de faire. De plus, il considérait qu'ils avaient passé suffisamment de temps ensemble dans la cellule. Elle se trouvait la plupart du temps en salle d'entraînement, à effectuer des passes avec diverses armes blanches ou bien à faire des étirements. Le reste du temps, elle allait sur la passerelle pour regarder défiler à toute vitesse des tonnes d'informations sur l'holo-écran réservé au second pilote. Il suffisait donc au prince de rester dans ses quartiers ou de se promener dans les coursives pour être tranquille. Mais rapidement, l'ennui le gagna. Le vaisseau se pilotait tout seul et bien que le système de Nara 7 ne soit pas le plus éloigné, il fallait compter presque 3 semaines de voyage. Cela aurait pu être bien plus rapide, mais il s'était accordé sur le fait de ne pas utiliser de saut spatial, trop facilement repérable. Après tout, ils étaient des fugitifs. Et bien qu'on les ait laissés partir après le carnage du spatioport, il se doutait que la traque avait dû être lancée peu de temps après. Il leur faudrait donc rapidement changer de vaisseau, afin de ne pas se trahir, et celui-ci aurait plus de valeur avec toute son énergie. Valan devait donc patienter, chose qu'il ne supportait plus. Le fait de savoir qu'il tenait enfin un moyen presque infaillible de tuer son frère décuplait son impatience. « Tu devrais méditer un peu, » lui dit-elle un jour. « Ça te ferait du bien. » Elle était apparue derrière lui alors qu'il se tenait à la place du pilote. Il ne l'avait pas entendue arriver et sursauta légèrement. Loin d'apprécier son conseil, il ne tourna même pas la tête vers elle alors qu'elle prenait place sur le fauteuil du second. « Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» demanda-t-il froidement. Elle ne répondit pas tout de suite, absorbée de nouveau par l'holo-écran devant elle. « Cela t'ennuie à ce point que quelqu'un se soucie de toi ?» demanda-t-elle enfin, sans décoller son regard du défilement de centaines de chiffres et de caractères. « Ne joue pas à ce que tu n'es pas, petite intrigante, » lui répondit-il avec irritation. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais ne me fais pas croire que tu te soucies de mon sort. Je connais les gens de ton espèce, je ne suis qu'un pion sur ton échiquier, que tu utilises pour atteindre je ne sais quel objectif fixé par ton esprit dérangé. » La jeune femme sourit, puis consentit à tourner la tête vers lui. « Exactement comme toi, mon cher prince. Ne dit-on pas qui se ressemble s'assemble ?» Piqué au vif, il se leva et la laissa seule. Tout en marchant dans un couloir, il enrageait intérieurement. Qu'elle le perce à jour si facilement l'énervait. Qu'elle lui parle constamment sur ce ton doux et calme aussi l'énervait. Le fait de savoir son frère à la cour, entouré de courtisans et jouissant de tous les droits et privilèges possibles,
alors que lui se traînait à une allure de vieillard dans un vaisseau volé en compagnie d'une racaille à moitié folle, l'énervait par-dessus tout. En réalité, tout l'énervait. Lorsqu'il se rendit compte qu'il marchait en tapant les talons au sol comme un enfant capricieux, cela finit de le mettre en rage. Il se mit à hurler et martela le mur de métal jusqu'à en avoir mal. Puis, il s'adossa contre ce même mur et se laissa glisser au sol dans un lent soupir de lassitude. Il se sentait si ridicule, si pitoyable. Avec un peu de recul, il aurait presque ri de lui-même. Il ferma les yeux et pensa au vide de son existence. Au bout de quelques minutes, il l'entendit arriver. Elle s'installa en face de lui et ne dit rien. Quand enfin il ouvrit les yeux, il vit qu'elle-même les avait fermés. Ses bras ramenés autour de ses jambes, le menton posé sur ses genoux, elle paraissait si calme, si posée, une vraie statue. Quelque part, il lui enviait cette quiétude qu'elle manifestait en toutes circonstances. Ils restèrent ainsi, sans rien dire, durant un long moment. Puis ce fut elle qui brisa le silence. Mon père s'énervait souvent, comme toi. Il se mettait à hurler et à frapper dans tout ce qu'il trouvait, moi compris. Un jour, je m'étais bien caché dans la poubelle qui nous servait de vaisseau. Alors, comme il ne me trouvait pas, il a passé ses nerfs sur un mur. Il était dans un tel état de rage, à cause du manque d'alcool, qu'il y a mis toutes ses forces et qu'il s'est fracturé plusieurs os de la main. Elle gloussa doucement. Je devais constamment m'empêcher de rire en regardant sa main immobilisée, parce que sinon il m'aurait giflé de l'autre. Mais c'était un petit peu ma consolation, me dire que c'était bien fait pour lui. Valan ne répondit pas. Il ne savait pas quoi répondre, bien qu'il soit suffisamment intelligent pour comprendre pourquoi elle lui avait raconté cette anecdote. Il n'avait pas toujours été ainsi, impulsif et colérique. Mais après la mort de son précepteur, tout était parti de travers. Le vieux Diln avait toujours été là. Il lui avait été spécialement assigné et l'avait élevé comme l'aurait fait un père. Il lui répétait sans cesse d'être patient, mesuré, maître de lui-même. Bien que cela lui ait toujours été difficile, il y était parvenu, plus ou moins. Mais lorsqu'il était mort, le laissant presque seul, son frère avait assisté aux funérailles, un sourire en coin, l'air de se moquer de sa peine. Jamais il n'avait plus détesté qu'à cet instant. Jamais il ne lui avait été aussi clair que sa vie serait bien mieux une fois qu'elle serait mort. Ses pensées ranimèrent sa colère et il se crispa légèrement. « Je t'aiderai, » dit-elle doucement, comme si elle avait suivi le fil de ses pensées. Cette affirmation le déconcerta. « Ah, tu es ton frère, » précisa-t-elle pour répondre à son regard interrogateur. « Je t'aiderai, si tu le veux. » La nouvelle le réjouit, ainsi il n'aurait pas à intriguer pour arriver à ses fins. Mais quelque chose ne collait pas. « Et pourquoi tu ferais ça ?» lui demanda-t-il suspicieux. Elle haussa les épaules. « Le bien et le mal, ce sont des notions totalement abstraites pour moi, tout comme la notion de valeur de la vie de quelqu'un. Et le fait est que je m'ennuie, alors autant trouver quelque chose à faire. Et si tu es ton frère et ton unique but, alors ce sera le mien également. Je ne te demanderai que 2 choses. » Valan sourit, pensant connaître ses conditions. « Si tu veux des richesses, tout ce que je possède est à toi. » Elle lui rendit son sourire avec une pointe de déception. « La seule richesse qui vaille la peine est la connaissance. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu acceptes de méditer avec moi chaque jour, jusqu'au jour J. » Fronçant les sourcils, il accepta en hochant la tête. Il se dit qu'il pourrait toujours faire semblant. « Et deuxièmement, je voudrais te montrer quelque chose avant de le faire. Ce ne sera pas long, quelques semaines de voyage à peine. »« Quelques semaines » s'emporta-t-il. « Non, c'est trop long !» Elle se releva tranquillement et lui tendit la main. « C'est uniquement à ces 2 conditions que je marcherai. Sinon, je peux tout aussi bien m'en aller au premier dock venu et te laisser te débrouiller tout seul. » Des semaines, il n'était même pas sûr de tenir tout ce temps. Mais il comprenait bien qu'il n'avait pas le choix. Il ne s'agissait pas de lui extorquer une information ou une arme, c'était elle qui serait son arme. Il devait donc tout faire pour qu'elle reste avec lui jusqu'au moment fatidique. Dans un hochement de tête rageur, il accepta tout en refusant sa main tendue. Elle ne parut pas le prendre mal et le laissa seul en lui relançant un dernier regard malicieux. « Dans ce jardin, il fait bon, le soleil réchauffe lentement ta peau. Tu te trouves à côté d'une fontaine d'eau, claire et chantante. Parfois, un souffle de vent ramène quelques gouttelettes sur ton visage et te rafraîchit agréablement.
Tu es bien, tu es calme. Ta respiration se fait de plus en plus lente et profonde. « À quoi bon ce jeu stupide » s'énerva Valan. Il se releva avec raideur et se mit à arpenter la salle d'armes, agité de tics nerveux. Sa main se portait sans cesse à son visage, puis glissait dans ses cheveux comme pour apaiser un mal de tête persistant. La jeune femme se tenait tranquillement assise en tailleur, au sol et ne bougeait pas. Elle se contentait de le regarder tourner en rond. « Tu me fais perdre mon temps avec tes exercices idiots. Je n'ai pas besoin de méditation. J'ai besoin qu'il meure. Après seulement je serai en paix. » Toujours sans le lâcher des yeux, elle posa ses doigts sur sa tempe pour la caresser doucement. Cela faisait 3 jours qu'elle tentait diverses techniques, mais le jeune homme restait obstinément fermé à toute suggestion et à toute relaxation. Elle comprit qu'elle aurait fait fausse route et qu'il lui faudrait revoir son approche. Tout en massant sa cicatrice de manière de plus en plus insistante, elle se perdit dans les méandres de ses pensées, cherchant parmi toutes les informations qu'elle possédait de la meilleure façon de l'amener à baisser sa garde et à enfin se relaxer un peu. « Réponds !» Sortant de sa réflexion, elle le fixa d'un air interrogateur. « En quoi ça t'avance de faire tout ça ?» répéta-t-il. « Tu espères sans doute me faire changer d'avis, c'est ça ?» Elle le détailla un instant, voyant bien que son silence ne faisait qu'empirer son humeur. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules crispées. Son visage était dur et fermé, et ses yeux accusateurs la transperçaient, tandis qu'il attendait une réponse. Tout son être n'était qu'agressivité et colère. « Un si bel homme, comme c'est dommage », songea-t-elle. Agacé par son mutisme, il tourna les talons et s'apprêta à quitter la salle d'entraînement. « Tu es un gâchis de ressources », pensa-t-elle. Il se retourna et la fusilla du regard. Elle se mordit les lèvres, comprenant qu'elle s'était exprimée tout haut et qu'elle avait bien mal choisi ses mots. « Attends !» tenta-t-elle de se reprendre alors qu'il passait la porte. « Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un comme toi pourrait aller tellement loin, pourrait faire tellement de choses. Si seulement tu ne gaspillais pas ton énergie dans ce duel puéril. » La jeune femme ne sut pas s'il l'avait entendu ou non, et elle pesta intérieurement d'avoir été si maladroite. Après lui avoir laissé quelques heures de répit, elle le rejoignit sur la passerelle. Comme elle le craignait, il ne la regarda même pas et refusa obstinément de répondre, quoi qu'elle lui dise. « Notre accord tient toujours », lança-t-elle dans une ultime tentative. Alors seulement, il tourna les yeux vers elle. « Tu ne me feras pas changer d'avis », dit-il enfin après plusieurs minutes. « Je ne cherche pas à te faire changer d'avis », lui assura-t-elle. « Je veux juste que tu comprennes où est ton intérêt. » Il ne lui répondit pas, se contentant de la regarder avec dédain. « Ok, » reprit-elle après avoir une nouvelle fois porté la main à sa tempe. « Tu me laisses faire un dernier essai demain, et si franchement ça ne marche pas, on arrête la méditation, sans pour autant revenir sur ma part du marché. Ça te va ?» Il acquiesça en silence, souriant intérieurement de sa petite victoire. Il n'aurait pas cru que cela serait si facile de la faire changer d'avis sur cette stupide histoire de méditation. Ne voulant pas perdre son avantage, il continua à l'ignorer en jouant les vexés tout le reste de la journée. Elle se contenta de retourner à son écran pour y faire défiler une multitude de schémas. Cette nuit-là, alors qu'il dormait profondément, son sommeil fut troublé par un rêve, ou plutôt par un cauchemar, qu'il connaissait bien, car celui-ci hantait ses nuits depuis bien longtemps. Il y voyait une très belle femme, debout devant lui, tenant 2 enfants identiques dans ses bras. Son visage n'exprimait rien, elle ressemblait presque à une statue. Elle le regarda les enfants l'un après l'autre, puis elle reporta son attention sur lui. Lentement, délibérément, elle laissa tomber l'un des 2 bébés en le fixant avec des yeux fous. L'enfant mit un temps infini à toucher le sol, et lorsque sa tête heurta la pierre, la femme se mit à hurler pour couvrir ses pleurs. Il s'éveilla en sursaut, trempé de sueur et le cœur battant. Se redressant sur sa couchette, il ordonna à la lumière de s'allumer afin de chasser les dernières miettes de son cauchemar. Mais il constata avec effroi que les hurlements n'avaient pas cessé et qu'ils semblaient être bien réels. Après quelques secondes de flottement, il se leva prudemment et s'approcha de la porte pour y coller l'oreille. C'était la jeune femme qui hurlait à plein poumon, quelques cabines plus loin. Il hésita à sortir, de peur qu'elle ne se trouve sous sa forme de cristal et dans une rage meurtrière. Mais après avoir écouté attentivement, il prit conscience que ses cris ressemblaient plutôt à des appels de détresse. Pesant le pour et le contre, il attrapa finalement un place-marque et sortit dans le couloir.
Une fois devant la porte de la cabine, il raffermit sa prise sur l'arme et tenta d'en savoir plus avant d'ouvrir. À l'intérieur, elle semblait se débattre et hurler des mots dans diverses langues qu'il ne connaissait pas. Prenant une grande inspiration, il commanda l'ouverture de la porte et l'allumage des lumières et se tint prêt à faire feu. Mais lorsqu'il vit ce qu'il se passait réellement, il en resta à bouche bée, ne sachant comment réagir. À moitié nue, la jeune femme se contorsionnait sur son lit, prise de violentes convulsions. Ne comprenant pas d'où venait le mal, il s'approcha d'elle lentement, l'arme baissée. Alors qu'il se trouvait à 1 mètre de lui, elle se redressa violemment et se jeta sur lui, le faisant tomber à la renverse. Dans un réflexe, il se crispa en attendant un coup. Mais au lieu de ça, il sentit qu'elle s'agrippait à lui en l'étreignant fortement. « Enlève-le » supplia-t-elle dans un sanglot. « Enlève-le, tue-moi » Elle hurla de nouveau comme si quelque chose la faisait horriblement souffrir, enfonçant plus profondément ses doigts dans son dos. Conscient qu'elle pouvait se transformer à tout moment et le broyer entre ses bras, il ferma les yeux, ne sachant pas quoi faire d'autre. Et alors qu'il était tétanisé par la peur, elle se tut brusquement. Lentement, il sentit son étreinte se desserrer et son corps s'éloigner du sien. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle vit qu'elle le fixait, figée comme une statue. Ses yeux étaient totalement blancs et fastés, comme 2 cristaux taillés. Il se releva précipitamment et s'enfuit, de peur qu'elle ne l'attaque. Courant jusqu'à ses appartements, il s'y enferma, le cœur battant, l'arme toujours en main. Tremblant, il attendit sans bouger, mais aucun bruit ne parvint du couloir. Elle ne semblait pas l'avoir suivi. Il n'eut pas le courage de se recoucher et passa le reste de la nuit, assis sur son lit, arme au poing, le regard fixé sur la porte. C'était la lecture des 3 premiers chapitres du livre intitulé « Le vaisseau du cristal », écrit par Calista Faral. Si cet extrait vous a intrigué, vous a surpris ou même vous a dressé les poils sur le bras, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage afin de compléter l'histoire et de connaître la suite de cette belle plume qui est celle de Calista. Vous retrouverez le lien dans la description. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode, pour une autre lecture dans Oups, j'ai failli spoiler.